Contre le trafic de marchandises prohibées, la contrebande, le transport illégal des ressources naturelles sur les cours d'eau, d'où l'inauguration du complexe nautique rénové situé à Samaya. Il est composé du centre de formation nautique, de la brigade fluviale rénovée de Bamako et du mess du douanier, lieu de repos pour les agents en poste. Ces investissements constituent le témoignage de l'attachement et de l'engagement de l'administration des douanes dans son ambition de modernisation afin de traquer la fraude et les trafics illicites sur les routes, les aéroports, mais également sur les cours d'eau, vecteurs de courants de fraude qui échappent à toutes les structures chargées d'indiquer ce fléau qui détruit notre économie et qui nuit gravement à la santé de notre population. Après avoir dévoilé la plaque et coupé les rubans symboliques, le ministre de l'économie et des finances a remis à la direction générale des douanes des équipements constitués de 4 moto-jet ski et d'une vedette rapide. Les autorités veulent ainsi renforcer les capacités des douanes pour leur permettre de relever un grand défi, celui lié à la lutte contre la fraude sur l'eau. La douane a toujours été à l'avant-garde. La douane a permis toujours à ce pays de se relever, de se mettre debout et a toujours permis à ce pays de devenir ce qu'il y a aujourd'hui. Un pays qui est envié par les résultats, par la vision et par tout ce qu'il met en œuvre aujourd'hui. Donc l'inauguration de ce centre témoigne de la volonté des plus hautes autorités, et particulièrement le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, qui ne ménage aucun effort pour mettre à notre disposition tous les moyens parce qu'il nous instruit des objectifs. Et Dieu merci, sa vision est une vision éclairée en ce sens qu'il s'agit de donner à la douane toute la modernité, tous les moyens, de les encourager, de les inciter à atteindre les objectifs suivant les instructions qu'il a données, à savoir contribuer davantage au budget d'État par la mobilisation des recettes, lutter contre la fraude et les trafics illicites de tout genre et enfin mettre en œuvre toutes les réformes qui doivent nous permettre d'atteindre une organisation douanière efficace et au service des usagers et au service de toute la nation malienne. Un des gros soucis au Mali, c'était vraiment comment sécuriser le fleuve. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui passent par le fleuve. Ça peut être de la drogue, ça peut être tout trafic illicite. Avec ces complexes nautiques rénovés et bien équipés, la Direction générale des douanes peut désormais renforcer la coopération avec les administrations douanières de l'espace AIS. L'inauguration de ce centre nautique est une ouverture vers les pays de l'Alliance des États du Sahel et tous les pays riverains. Ces infrastructures constituent une opportunité à partager avec les États de la Confédération de l'AES pour une appropriation communautaire afin d'étendre le maillage sécuritaire sur tous les cours d'eau qui arrosent le Sahel. Le centre de formation nautique porte le nom du colonel-major Mohamed Koulibaly, qui était chargé de la conduite des travaux de rénovation du complexe. Le ministre de l'économie et des finances et le directeur général ont appelé les bénéficiaires à faire bon usage des infrastructures et des équipements qui constituent un joli cadeau d'anniversaire pour les douanes maliennes qui célèbrent ce 27 septembre 2025, le 65e anniversaire de leur création, un service qui a connu beaucoup de mutations avec l'utilisation des moyens rudimentaires à sa création et des moyens modernes aujourd'hui et l'évolution des recettes. 95% des procédures douanières étant informatisées à ce jour. Les recettes de 2024 sont estimées à 883,9 milliards de francs CFA contre 33 milliards dans les années 80. Je vous le disais dans les titres, le Premier ministre, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, le général de division Abdoulaye Maïga était à la tribune des Nations Unies ce vendredi au nom de la Confédération de l'AIS. Les grandes lignes de son intervention avec nos envoyés spéciaux à New York, Mamari Kone et Aliou Touri.
L'adresse du Premier ministre, chef du gouvernement, était attendue à la tribune de cette 80e Assemblée générale des Nations unies à New York. Au nom du président de la transition, chef de l'État, et président de la Confédération des États du Sahel, le AES, le Premier ministre a apporté les messages de la Confédération. Il a d'entrée de jeu transmis les salutations des pères fondateurs de la Confédération plus que jamais déterminés à se libérer du joug de l'impérialisme et à réaliser leur autodétermination dans un esprit panafricaniste. Les débats de cette rencontre annuelle se tiennent autour du thème « Mieux ensemble, plus de 80 ans au service de la paix, du développement et des droits humains ». Le cadre est choisi pour faire connaître la vision de la Confédération. Oui, la paix, l'entraide, le développement et la préservation des droits humains demeurent les principaux objectifs, voire la raison d'être des Nations Unies. Hélas, ces objectifs essentiels n'ont jamais été autant ébranlés dans le monde et au Sahel précisément, du fait essentiellement des groupes armés obscurantistes, instrumentalisés et soutenus par des sponsors étatiques étrangers. Les États membres de la Confédération des États du Sahel sont à l'avant-garde de la lutte contre le terrorisme qui constitue à la fois une menace réelle à la paix et à la sécurité internationale, mais aussi et surtout une atteinte grave au fondement même de nos États. Sous l'impulsion de nos chefs d'État, les forces de défense et de sécurité des 3 pays de la Confédération AES travaillent étroitement dans un élan de collaboration et de complémentarité sans précédent. Ils sont portés par un engagement commun et une mutualisation des efforts pour endiguer le fléau du terrorisme. Cette nouvelle dynamique, articulée autour du renforcement des capacités opérationnelles de nos forces de défense et de sécurité, à travers un recrutement massif, une formation adéquate et la fourniture d'équipements appropriés, produit chaque jour des résultats encourageants sur le terrain, confirmant ainsi toute la pertinence de notre décision souveraine de nous mettre ensemble pour combattre nos ennemis communs. La Confédération réitère son engagement à coopérer avec les pays qui respectent la souveraineté de ses États. Ses choix politiques, ses priorités en matière de sécurité, de lutte contre le terrorisme et de développement sont connues. Au moment où l'on célèbre les 80 ans des Nations Unies, dira le Premier ministre, le cadre multilatéral est mis à rude épreuve dans un contexte marqué par la polarisation, le retour progressif du nationalisme, du protectionnisme et des rapports de force. L'approche souverainiste mise en œuvre s'inscrit dans le cadre de la vision portée par les chefs d'État de l'AES dédiée à la sécurité de nos États suite au retrait des forces internationales. Défiant tous les pronostics et loin de se saborder, nos pays ont fait preuve d'ingéniosité en se fondant sur le substrat historique, géographique et la capacité de résilience des peuples confédérés qui, malgré plus d'une décennie de crise sécuritaire et humanitaire, continuent de démontrer une force exceptionnelle d'engagement patriotique. Outre les efforts de sécurisation pour le retour de la paix dans nos pays, le gouvernement de la Confédération AES s'attelle à la mise en œuvre d'une stratégie globale et intégrée qui inclut des mesures politiques, de développement économique et social, de justice et de réconciliation. En choisissant la voie de l'audace et de la souveraineté, les instances confédérales ont lancé des initiatives de rupture fondées sur le développement endogène. C'est là un chemin clair, celui d'apporter nous-mêmes la valeur ajoutée indispensable à nos économies et de préserver la dignité de nos peuples. Ce choix que nous assumons pleinement traduit notre volonté ferme et inébranlable de prendre en main notre destin. S'agissant des droits humains, la Confédération des États du Sahel réaffirme son attachement à respecter et à faire respecter le droit international conformément à ses engagements. Cependant, nous restons fortement opposés à l'instrumentalisation de la question des droits humains à des fins politiques ou de déstabilisation de nos institutions nationales, voire de nos États souverains indépendants. Là de cette situation est soucieux de préserver la souveraineté et la dignité du peuple. Les chefs d'État de la Confédération AES se sont retirés avec effet immédiat du statut de Rome de la Cour pénale internationale le 22 septembre 2025. À ce retrait s'ajoute leur volonté de privilégier dorénavant des mécanismes endogènes de justice en adéquation avec leurs valeurs sociétales et dans l'intérêt du peuple de l'AES.
Au plan national, le chef du gouvernement a évoqué l'adoption de la charte pour la paix et la réconciliation nationale, fruit d'un processus participatif et inclusif initié par le président de la transition. La charte incarne notre détermination à renforcer l'appropriation nationale du processus de paix au Mali. Elle s'appuie sur nos réalités, nos valeurs traditionnelles et nos mécanismes endogènes de règlement des différends afin de se tourner résolument vers un avenir partagé et promoteur. Le 22 juillet 2025, lors de la remise officielle de la charte, Son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État de la République du Mali, dans son allocution, a mis l'accent sur la portée historique de cet événement en ces termes. Je cite: « La présente cérémonie est d'autant plus singulière qu'elle est porteuse d'un rêve collectif, celui de l'espoir d'une paix durable, de la cohésion sociale, en somme la réconciliation dans notre chère patrie. » Fin de citation. Le chef du gouvernement plaide pour un multilatéralisme à visage humain. En tout cas, conclut-il, la Confédération reste disposée à jouer toute sa partition dans la quête de solutions collectives en vue de préserver les générations futures. Si l'ONU continue à feindre l'ignorance, elle cessera d'être la somme du monde et deviendra le bras passif de l'injustice mondiale. Nous disons ceci: la Confédération AES n'a pas peur, elle ne cédera pas, elle résistera encore et toujours. Quelques instants après son intervention à la tribune des Nations Unies, le Premier ministre est reçu par Amina Mohamed, la vice-secrétaire générale des Nations Unies. Les entretiens entre les deux personnalités ont porté essentiellement sur les défis sécuritaires en Afrique de l'Ouest et la poursuite des programmes de développement au profit des pays du Sahel. Seulement 22% des Maliens bénéficient aujourd'hui de l'assurance maladie obligatoire lancée en 2009. Il s'agit notamment des fonctionnaires, des militaires et des députés, entre autres. Pour élargir cette couverture aux acteurs du secteur informel, la CANAM a réuni à Bamako les organisations professionnelles. 2 jours de concertation pour définir les modalités d'enrôlement, fixer les taux de cotisation et surtout donner une chance aux non-salariés d'accéder aux soins de santé. Les précisions avec Bokari Koulibaly. Promouvoir les structures de santé publique, réduire le coût des soins et sauver des vies, tel est l'objectif du régime d'assurance maladie universelle RAMU. Mis en place depuis plusieurs années, le dispositif a fait ses preuves, mais un défi reste entier. Comment toucher les travailleurs du secteur informel? C'est tout l'enjeu de cet atelier organisé par la CANAM pour encourager l'adhésion des non-salariés. La réussite de cette réforme dépendra de l'inclusion effective des acteurs du monde rural et informel. Tel est tout le sens de cette réforme. Concevoir avec vous une feuille de route adaptée aux réalités du terrain. Depuis 2009, seulement 22% des Maliens bénéficient de l'AMO. L'adhésion du secteur informel représente aujourd'hui un véritable espoir. Le régime d'assurance maladie universelle est fait pour nous et doit être fait par nous. Nous sommes les premiers concernés parce que nous représentons 80% de la population malienne. Pendant 2 jours, les participants ont échangé sur les modalités d'enrôlement ainsi que les taux et moments de cotisation. Ces travaux nous ont permis de mesurer, une fois encore, l'importance de l'inclusion du monde artisanal et informel dans le système de protection sociale de notre pays. Ce projet appuyé par Eraiz Kenya Irwali doit améliorer les conditions sanitaires des millions de travailleurs non salariés. Avec cette initiative, le RAMU espère franchir un nouveau cap, faire de la santé un droit réellement universel pour tous les Maliens. Lancement officiel des activités du projet Ngeleka. L'initiative est de l'Association des voix pour le Mali. Il s'agit de renforcer la redevabilité des élus locaux. Ceci à travers des mécanismes participatifs des jeunes et des femmes dans la gestion des affaires publiques. La précision avec Kassim Diallo. Contribuer à la promotion de la démocratie et de la bonne gouvernance au Mali, c'est l'objectif de ce projet de renforcement du sens de la redevabilité des élus locaux par des mécanismes participatifs des femmes et des jeunes dans la gestion des affaires publiques. Nous sommes convaincus que la transparence et la bonne gouvernance ne peuvent se construire que si
nous incluons activement tous les acteurs de la société civile. La gestion des affaires publiques nécessite la transparence, une conviction qui guide désormais l'association des voix pour le Mali. Il s'agit de renforcer les capacités des acteurs locaux pour une gestion rationnelle des finances publiques. L'initiative bénéficie du soutien de l'ambassade du Canada au Mali. Vous avez pu vous démarquer grâce à la particularité de votre projet qui renforce la redevabilité des élus locaux avec la participation des jeunes et des femmes. Cette formation se situe dans le cadre d'un projet qui couvre toutes les régions du Mali. Elle vise à impliquer les jeunes et les femmes dans la consolidation de la paix, de la sécurité et de la promotion de la bonne gouvernance au Mali. En prélude à la rentrée des classes 2025-2026, le bureau Mali de Karama Solidarity Belgique a procédé à la remise de kits scolaires à des élèves en situation difficile dans le district de Bamako et périphérique. Aliou Abdoulaye Touré nous en parle. Ils sont au total 3460 élèves issus des familles défavorisées dans le district de Bamako et périphérique qui bénéficient chacun de kits scolaires. Selon le coordinateur de Karama Solidarity, l'initiative entend encourager la scolarisation des enfants et par extension alléger les charges des parents en cette période de rentrée des classes. Le projet Éducation pour tous est une initiative d'assistance en kits scolaires des élèves vulnérables à la rentrée scolaire 2025-2026 dans le district de Bamako et périphérie, qui contribue à améliorer la capacité d'apprentissage des bénéficiaires pendant l'année scolaire. Les autorités communales et administratives ont salué et félicité cet élan de solidarité du donateur. Ce geste symbolise la volonté commune de bâtir un avenir plus équitable où chaque enfant peut accéder aux mêmes opportunités d'apprentissage. Je voudrais inviter les différents bénéficiaires à en faire bon usage, à utiliser de façon très optimale et très objective. Les kits distribués sont composés de sacs, de cahiers, de stylos et autres fournitures essentielles à l'apprentissage. Djangara, précisément dans le cercle de Koro, World Vision tourne la page de 17 années d'action de développement à Djongani et à Yeyi avec des réalisations de plus de 7 milliards de francs CFA. La cérémonie de clôture du projet a été l'occasion de passer le relais à ces différentes communautés pour poursuivre le travail entamé. Les détails avec Agibou Koulibaly. Les programmes de Djongani et de Yeyi couvrant les communes de Djongani, Dinangourou et Yoro à la frontière avec le Burkina Faso ont marqué durablement la vie des populations. Pendant plus d'une décennie et demie, ces actions ont permis d'améliorer les conditions de vie des familles dans un contexte marqué par la fragilité sécuritaire et socio-économique. Les acquis du programme sont palpables dans le domaine de l'eau, de l'assainissement à celui de l'éducation et de la nutrition, et constitue un socle pour l'avenir des populations. Grâce à World Vision, j'ai pu poursuivre mes études, découvrir des horizons nouveaux et surtout comprendre l'essence profonde de la vie. J'ai appris qu'il ne suffit pas seulement d'exister, mais de savoir vivre avec dignité, responsabilité et espoir. World Vision a créé des ponts dans presque beaucoup de villages, formé les anciens et puis doté les salles de classe en table, banc, en beaucoup de matériel. Pour le partenaire financier et les autorités administratives, au-delà des projets, il s'agit d'un processus de transformation où la communauté est désormais au centre, capable de prendre le relais et de poursuivre le développement. Ces réalisations n'auraient jamais été possibles sans le soutien indéfectible de nos partenaires techniques et financiers. Je vais nommer ici World Vision Nouvelle-Zélande et World Vision Taïwan, ainsi que les milliers de parrains et de marraines de ces deux pays pour leur appui financier à hauteur d'environ 13 55 027 $ US, soit environ 7 721 82 398 francs CFA. Ces fonds ont permis de renforcer durablement la résilience des populations et des collectivités des communes bénéficiaires. En plus de 16 années d'intervention, World Vision a enregistré de nombreuses réalisations concrètes. La clôture des programmes de Djongani et de Yeyi dans le cercle de Koro ne sonne donc pas la fin d'une aventure, mais l'ouverture d'un nouveau chapitre, celui d'une appropriation locale des acquis pour que le développement engagé soit durable au bénéfice des enfants et des générations futures.
Tenu à Tombouctou de la deuxième rencontre du Forum des ONG internationales FONGIM en vue de réfléchir sur l'avenir de l'action humanitaire dans la région. Il ressort qu'au vu des difficultés, il est nécessaire de passer d'une logique de dépendance à une logique de partenariat. De Tombouctou, le reportage de Idrissa Ngoulou Sissoko. C'est la seconde fois que le Forum des ONG internationales FONGIM initie ce cadre d'échange entre les différents acteurs à Tombouctou en vue d'améliorer les pratiques dans la mise en œuvre des actions tant humanitaires que de développement dans les différentes localités de la région où le besoin se fait sentir. Le FONGIM, fort de ses 110 ONG membres, non seulement le renforcement des capacités et la facilitation de la coordination que nous faisons au niveau régional, et nous avons vu que face au contexte géopolitique et international très instable et au rétrécissement des financements de nos projets, qu'il nous fallait aller vers des approches de financement plus innovantes. Le thème retenu est autonomisation locale et localisation. Accélérer une transition durable et communautaire de l'action humanitaire. Nous sommes conscients que pour arriver à satisfaire nos ambitions recherchées à travers l'autonomisation locale, nous devons bien passer par les axes suivants. Le renforcement des capacités des ONG locales, non pas comme exécutants, mais comme co-concepteurs de la réponse humanitaire. L'action humanitaire ne peut être durable que si elle reste exogène. Elle doit s'ancrer dans les dynamiques locales, valoriser les savoirs communautaires et surtout transférer les compétences et les responsabilités aux acteurs locaux. Le gouvernement malien, à travers ses représentants régionaux, reste engagé à faciliter cette transition. Nous sommes prêts à créer un cadre de concertation inclusif, transparent et orienté vers les résultats. Ensemble, nous pouvons et devons faire mieux. Ensemble, faisons de la région de Tombouctou un laboratoire de l'autonomisation locale. Que ce forum soit le point de départ d'une nouvelle ère où l'action humanitaire devient un levier de développement et de paix durable. À l'issue des échanges, des recommandations seront formulées en vue de mieux coordonner les actions humanitaires en lien avec les réalités locales. La route de la commune rurale de Fourou dans la région de Bougouni change peu à peu de visage. La population locale s'est lancée dans le réaménagement de ce tronçon le vendredi dernier en collaboration avec l'entreprise CVC Africa. Ce acte citoyen s'inscrit dans le cadre du projet Plus beau quartier, une initiative du ministre en charge des actions citoyennes. Le commentaire de Aminata Brahima Ouedraogo. L'initiative Plus beau quartier de Bamako change de nom à Fourou dans la région de Bougouni. Elle devient celle du plus beau village. Grâce à l'engagement citoyen de la population, la localité bénéficie désormais d'une route bétonnée. Elle s'étend sur une distance de plus de 3 km. Ici au Mali, nous nous attendons à ce que le gouvernement fasse tout et je me dis pourquoi pas accompagner le gouvernement avec des initiatives pareilles. Nous n'avons pas les moyens de faire des goudrons, mais les routes en béton, on peut bel et bien le faire. Initialement portée par le ministère en charge de la construction citoyenne, la réalisation de cette infrastructure est le fruit des efforts conjugués de plusieurs acteurs exerçant dans la commune de Fourou. Des acteurs qui sont unis par un seul objectif, embellir la dite localité tout en facilitant la mobilité urbaine. Pour un début, moi-même j'ai essayé de mettre la main dans la poche, donc j'ai apporté 15 tonnes de ciment, 5 voyages de sable, 5 voyages de gravier, 300 barres de fer 12 afin qu'on puisse commencer le travail. Et avec le soutien de la mine, et la main d'œuvre c'était la jeunesse. Il y a un vieux qui a entendu l'initiative juste à la radio. Aujourd'hui il s'est déplacé, il est venu avec sa moto, il nous a remis 1000 francs. Et ça, ce sont des gestes et ce sont des actions qui touchent. Nous sommes toujours disposés à accompagner nos partenaires dans des belles initiatives du genre. Parce que cela parle de la santé, cela parle de la sécurité, cela parle de la citoyenneté, cela parle de la responsabilité. Alors donc, c'est quelque chose que nous encourageons. Au-delà de la réalisation de ce tronçon, CVC Africa a à son actif de nombreuses actions citoyennes réalisées dans la commune de Fourou. C'est elle qui a donné 150 lampadaires. Si elle amène ce projet dans ma commune, je m'en réjouis. Après Fourou, l'entreprise poursuit ses actions citoyennes sur d'autres horizons. La commune rurale de Siamon et celle de Banasso sont leurs prochaines destinations.
Restons dans le Bani Mounouché. La région affûte ses armes pour mieux participer à la biennale artistique et culturelle Tombouctou 2025. La phase régionale de cette rencontre culturelle vient d'être lancée à Bougouni. Les détails avec Abdul Karim Konati. C'est le stade Omnisport de Bougouni qui a servi de cadre au lancement des festivités de la phase régionale de la biennale artistique et culturelle Tombouctou 2025. Une cérémonie riche en couleurs. Les troupes des 10 cercles ont fait découvrir au public le potentiel culturel de la région de Bougouni. Les festivités se poursuivront au centre culturel Siraba Togola où les troupes rivaliseront en théâtre, ensemble instrumental, solo de chant et danse traditionnelle. La biennale artistique et culturelle ne saurait être une simple manifestation folklorique. Elle est aujourd'hui, plus que jamais, une tribune nationale d'expression, de dialogue et de communion. Elle est en outre un puissant levier de réconciliation, de consolidation de la paix et de la réaffirmation de notre unité dans la diversité. Les 5 jours de compétition devront permettre de mieux peaufiner les préparatifs du voyage à Tombouctou. Nous devons comprendre que vraiment on doit se donner la main, malgré les difficultés, pour sauvegarder ces cultures, cette diversité. Donc je viens de voir à Bougouni ce soir effectivement l'engagement des gens et la mobilisation, et c'est un signal qui indique que Tombouctou, la compétition ne sera pas facile. Cette cérémonie de lancement a été couronnée par des prestations qui ont émerveillé le public. Et le groupe Boantou Comedy vient de tenir ici à Bamako la première édition de sa soirée culturelle. L'objectif est de contribuer à travers l'amour et la culture au bois à la sensibilité, à la stabilisation et à l'unité du Mali. Le thème retenu est la culture, symbole d'un Mali uni et prospère. Les détails avec Dossi Babadjara. C'est une soirée qui a rassemblé les acteurs du 4e art et du 6e art. L'événement qui est à sa première édition est initié par le groupe Boantou Comédie, une association récemment créée par des comédiens et des musiciens bois. Elle a pour objectif de contribuer à la stabilisation et à l'unification du Mali. Nous savons très bien qu'on a des difficultés dans nos pays. Donc à travers nos sketchs, on fait uniquement de la sensibilisation pour les montrer qu'on peut aussi faire quelque chose pour les motiver aussi. Nous savons tous que le pays traverse des moments difficiles. Chacun, selon ses moyens et ses capacités, doit contribuer à sortir le pays de cette situation. L'initiative a été l'occasion de démontrer la richesse de la culture du Boantou, avec au rendez-vous la musique et la comédie. D'autres événements du genre sont attendus les années à venir. C'est la fin de ce journal. Prochain rendez-vous avec l'information, c'est à 20h avec Awadit Makamara. En attendant, passez d'excellents moments en compagnie des programmes de ORTM1.